Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. La saison extérieure bat son plein, les JO arrivent à grands pas, le bouquet provincial, c'est ce week-end. Elle est encore là pour me seconder dans cette émission, j'ai encore des idées pour la présenter, je sais qu'elle est prête pour la saison 3D, je sais qu'elle est prête pour cette émission. Salut Harmonie. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va, merci. Il est mon ami depuis tellement d'années, il s'est entraîné toutes ces années pour être meilleur que moi au tir à l'arc. Il est meilleur que moi au tir à l'arc. Salut Didier. Salut, Comment vas-tu? très bien. Il est un archer pouli, il est capitaine de sa compagnie, il est chroniqueur pour la première fois. Salut Jérémy. Bonjour à tous, Comment vas-tu? ça va, merci. Notre invité est un grand monsieur du tir à l'arc français. Il est avec nous ce soir en tant que président de la commission de la FFTA Valeurs et Traditions. Son CV est beaucoup trop long pour que je vous le lise ce soir. Monsieur Thierry de France de Tersan, salut. Salut, bonjour à tous. Comment vas-tu? Quand on s'occupe de tir à l'arc, ça va toujours bien. Bon, vous allez voir, on va papoter tir à l'arc tranquillement. Le bouquet provincial étant le week-end prochain, avec notre invité, on va parler de la tradition, mais surtout tir à l'arc, mais aussi un petit peu finance. Didier. Alors pour commencer, est-ce qu'on pourrait quand même faire est-ce que vous pourriez faire votre propre résumé? Le CV du tir à l'arc, je CV. suppose. Tout à fait. Bon, ça fait 33 ans que je fais du tir à l'arc. Voilà, toujours à la compagnie de Pontoise depuis le début. Et puis, je suis entraîneur 2, arbitre toute option, du temps où c'était facile de le faire. Voilà. Et puis j'ai été membre et président du CD 95 pendant 12 ans. Et puis à la fédération, un peu par hasard, mais depuis 16 ans. J'arrive toujours à tirer. Bon, j'ai pas été un archer extraordinaire. Alors, classique pendant 15 ans. Ensuite, poulie, puis reclassique, et puis repoulie, parce que j'y vois plus rien et qu'il y a qu'au poulie que j'arrive à voir la cible. Vous pouvez ça, tirer classique avec un scope, hein? Oui, ouais. C'est moins homologué, enfin, sauf si Harmonie change le règlement. Je change pas de règlement, moi, je l'applique, je change pas. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer, Harmonie? Il paraît que tu as réussi quelque chose dernièrement, au arbitrage. T'es bien informé, dis donc. Dis donc. Je présente une émission sur le tir à l'arc. J'essaie d'être sur les pas de tir et j'essaye d'être informé. J'ai réussi l'écrit pour être arbitre national nature 3D. Ainsi que Teresa a réussi l'écrit pour être arbitre national TAE. Je parle de Teresa parce qu'on l'a reçu le mois dernier. C'est ça. Et bah, félicitations toutes les deux. Félicitations à tous les autres aussi qu'on connaît pas. Bravo. Et, chapeau. Le concours serait pas possible sans les arbitres, alors un grand merci à Exactement. tous. Du coup, prochaine compétition, Jeux Olympiques. Et du coup, pour les Jeux Olympiques, comment se passe l'organisation entre la World Archery, la fédération, l'organisation des JO, le comité d'organisation? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu sur le sujet? Pour l'essentiel, c'est le COJO. La fédération n'a pas son mot à dire directement, hein. Heureusement, on a Sébastien Flûte qui est au COJO, et donc il s'occupe du tir à l'arc, et pour nous, c'est une bonne chose, mais la fédération n'intervient pas dans l'organisation directement. Elle a prêté du matériel, elle va en prêter, mais on n'intervient pas directement. Et après ça, la World Archery, je ne sais pas trop comment elle intervient, mais elle n'intervient pas directement non plus. C'est le COJO qui a la main sur tout. Et est-ce que c'était aussi le COJO qui a organisé les finales de la Coupe du Monde, enfin le COJO, la World Archery plutôt, ou la fédération, toutes les finales qui ont lieu depuis ces dernières années à Paris?
Alors, c'était sous le contrôle de la World Archery, parce que c'est elle qui contrôle tout. Et c'est la fédération qui a pris toute l'organisation en main. Avec une équipe dédiée sous le responsabilité pour l'essentiel de Laurence Frère, hein, qui était présidente du COFTAR, hein, le comité d'organisation France Tir à l'Arc qu'on a créé pour cette occasion-là, pour séparer les choses un petit peu avec la fédération. Voilà, c'est 5 ans de travail. Et du coup, depuis toutes ces années, pour à peu près, chaque licencié voit sur sa licence 2 € prélevés pour ce genre d'événement. Alors ça date pas de ça date de beaucoup plus loin. Ça date de la finale de la Coupe du Monde qui a été organisée au Trocadéro. En 2013. En 2013, tout à fait. Et on s'est retrouvé à ce moment-là avec un gros trou financier, c'est ce qui est. Et donc, pour combler ce trou en partie et pour préparer l'avenir, hein, donc ça fait 10 ans maintenant, hein, j'avais suggéré ça, en disant que ça permettait de préparer l'avenir. Et on voit que ça nous a été utile pour les trois Coupes du Monde. On a été bien content d'avoir cette réserve. Alors, il est sûr que tous ces événements, ils préparaient justement aux Jeux Olympiques qui sont cette année. Qu'en est-il de l'avenir? Est-ce qu'il est prévu d'organiser de nouveau ce genre d'événement? Est-ce que c'est une question qui a déjà été posée, où il y a peut-être déjà des réponses? Alors, la discussion n'a pas commencé, d'abord parce qu'on est en fin de mandat, puisqu'il y a les élections au mois de décembre, hein, donc ça sera la prochaine équipe qui décidera ce qu'elle veut faire. Hein. On essaye de lui laisser une situation la meilleure possible pour qu'elle puisse avoir la politique qu'elle souhaite mener. Mais ça, c'est pas de mon ressort. Ça sera le ressort du prochain président. Du coup, ça mène forcément une nouvelle question. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais on aimerait bien. Est-ce que vous pensez faire partie de la prochaine équipe? Alors moi, à titre personnel, non. Je trouve que 16 ans à la fédération, ça fait déjà un sacré bail, hein, 16 ans de trésorerie. Et puis, mon âge m'incite aussi quand même à prendre du recul. En tout cas, merci pour votre implication. Et du coup, une des choses qu'a priori vous avez mis en place, c'était des subventions pour aider à faire naître des nouveaux terrains d'entraînement ou salles d'entraînement pour les différents clubs pour la fédération. J'ai entendu parler notamment d'un club qui avait pu récupérer un poulailler et faire sa propre salle d'entraînement dans ce poulailler. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus justement sur le sujet, pour qui, pourquoi, comment? C'est un plan qu'on a monté il y a 4 ans, ça, 3 ou 4 ans maintenant, qui s'appelle 50 salles pour le tir à l'arc. Donc on avait prévu de pouvoir aider à la construction de 50 salles. Alors tout ça, ça a été aussi à la suite d'études qui ont été faites sur la fédération a fait faire des études pour savoir ce que c'était qu'une salle d'entraînement de tir à l'arc. Et donc il y a des plans qui ont été faits, des recherches qui ont été faites, des projets de financement. Ce plan, on l'a entamé donc maintenant il y a 3 ans. L'idée, c'était de pouvoir subventionner 50 salles à hauteur de 10 000 € par salle, qui fait quand même 500 000 € au total. Donc il y en a aujourd'hui, je ne dirais que 9 qui en ont profité. Parce qu'en fait, on n'a pas eu tellement de projets de ça. Alors celui que vous citez, c'est un projet très spécial. C'est une petite compagnie, mais qui avait un projet justement qui répondait bien à ça. C'était d'arriver à faire une salle qui n'est pas un gymnase. On n'a pas besoin de 10 mètres de haut pour faire du tir à l'arc. Et on les a aidés, voilà, à hauteur des 10 000 €, et même eux, exceptionnellement, on a fait l'avance de l'argent sur leur projet, puisqu'il fallait qu'ils achètent leur local, pas très cher, mais ils avaient les frais de notaire à faire, donc on leur a avancé une grosse partie de cette subvention. Il y a plusieurs salles qui en ont profité. Alors après ça, il y a des salles qui de toute manière étaient en route et qui sont des gros équipements à 400, 500 000, voire 1 million d'euros. Mais le fait que la fédération y participe un petit peu, ça permet au niveau des collectivités locales de montrer que la fédération est sensible à ce qu'elles font et à aider un peu.
Et pour ce qui concerne ma compagnie, on en a profité et ça a déclenché le phénomène aussi. C'est très important que la fédération montre qu'elle est là aussi, en plus des collectivités locales. Alors, 10 000 euros sur un projet à 200 ou 300 000 euros, c'est pas grand-chose, mais l'important, c'est qu'on y soit. Une participation, oui, ça fait un petit pourcentage, mais ce qui permet d'avoir des créneaux peut-être pour un club dans une salle spécifique. Alors l'idée, c'était vraiment d'avoir des salles spécifiques pour le tir à l'arc, parce que toutes les études qui ont été faites par la DTN et tout montrent que tous les clubs, ils sont malheureusement pas très nombreux en France, mais tous les clubs qui ont des installations permanentes ont une augmentation de leur fréquentation, une augmentation de leurs résultats et une augmentation de leur activité. Quand vous avez des gens qui peuvent venir, qui travaillent en décalé, qui peuvent venir s'entraîner le matin de 10h à midi avant d'aller au boulot parce qu'ils enclenchent à 14 ou 15h et ils finissent à minuit, c'est plus pratique que de venir le soir de 20h à 22h. Et nous, en ce qui concerne ma compagnie, on a constaté, depuis que la salle est ouverte, ça fait 1 an maintenant, on a constaté on avait doublé la fréquentation des archers. Du coup, s'entraîner, ça veut aussi dire avoir accès à des brevets d'État si on veut pouvoir progresser et s'améliorer et aller en compétition. C'est difficile d'en trouver, d'en avoir partout. Est-ce qu'il y a des aides aussi qui sont prévues justement pour former des BE, pour rendre accessibles les brevets d'État aux différents clubs? Aujourd'hui, on a mis en place depuis 1 an maintenant un plan emploi. Donc là aussi, c'est une aide qui est financée par la fédération et qui permet d'aider à l'emploi. Et on a mis en place, il y a une personne qui s'occupe à la fédération uniquement de ce problème-là. Donc elle a d'abord fait le recensement de tout ce qu'on pouvait faire, de toutes les aides et de tout ce qu'on pouvait avoir comme aide en plus de celle de la fédération. Et aujourd'hui, je crois qu'on a une dizaine d'emplois qui ont commencé à être aidés. Alors c'est un problème financièrement pour la fédération, c'est un très gros budget, parce que ça sera aussi de l'ordre de 5 à 700 000 euros sur plusieurs années, d'autant plus que la fédération s'engage sur 3 ou 4 ans pour chaque emploi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait les moyens de financer ça, et on a créé un fonds emploi là-dessus, qui est financé par la fédération, et qui est comme pour le plan 50 salles, c'est de l'argent qui est mis de côté et qui est sanctuarisé, et qui ne rentre pas dans le budget courant, si vous voulez, et c'est de l'argent qu'on sanctuarise, justement de manière à pouvoir répondre, enfin pas aller dire au bout de 2 ans aux clubs qui ont créé un emploi, de leur dire bah non, maintenant on peut plus. Donc si on est intéressé, il suffit de se renseigner. Oui, il y a eu des communications de fait là-dessus, dans les lettres aux dirigeants en particulier. Et puis tout est sur le site de la fédération. Et en plus de ça, il suffit de téléphoner à la fédération. En général, on a les réponses. Très rapidement. Quand on appelle la fédération, ça décroche et on a rapidement quelqu'un. Je tiens à le signaler. Et, voilà. On remerciera les permanents de la fédération. Qui font un énorme boulot. Oui, en général, ils se mettent en 4 dès qu'ils peuvent. Dès qu'il y a un problème, ils essayent de le résoudre ou de renseigner les gens au maximum. On leur tape assez dessus pour reconnaître ça. Du coup, maintenant, on va laisser un petit peu du côté trésorerie, et on va plus aller côté valeurs et tradition. Donc ici, on a la chance, aujourd'hui, on est 5. Parmi les 5, il y a un président de club en activité et un capitaine de compagnie. Du coup, la première des questions, ce serait justement, c'est quoi un petit peu les différences entre club, entre compagnie. Et du coup, je propose à Jérémy de commencer à répondre. Je dirais que la différence, c'est surtout comment on fait vivre le club ou sa compagnie. Il y a beaucoup de compagnies qui n'ont aujourd'hui que le nom de compagnie parce qu'elles ont été créées comme ça. Après, qu'est-ce qu'on veut faire de ce club? Est-ce qu'on veut faire du tir olympique uniquement? Est-ce qu'on veut faire découvrir un peu toutes les traditions ou même toutes les disciplines?
moi, je sais que de mon côté, depuis que je suis capitaine, voilà, mon objectif, c'était de proposer un peu tout ce qu'on pouvait proposer dans le tir à l'arc. Il y a quand même 8 disciplines dans le tir à l'arc, donc c'est c'est assez vaste. Mais garder ce côté tradition, en fait, hein, ce côté historique. Euh, on est encore jeune comme compagnie, nous. On a été créé en 89, donc voilà, relativement récente par rapport à d'autres. Euh, mais voilà, on essaye de garder cette tradition et de la transmettre au plus grand nombre. Je pense que dans les clubs, il y a moins ce côté-là. Après, je pense qu'il y a des clubs qui essayent quand même. Et c'est ce qui compte le plus. C'est vrai que pour nous, dans notre club, on essaie de faire vivre les traditions. Après, hein, tant qu'on peut, de toute façon. Après, il y a des clubs qui font des traditions, d'autres compagnies qui ont arrêté, qui n'en font plus. C'est vrai que c'est difficile de savoir. Et de toute façon, l'essentiel, c'est que nous sommes tous des associations loi 1901. Donc finalement, on est tous sur la même base et que chaque entité puisse vivre comme elle l'entend et comme elle le souhaite, un petit peu comme tu disais. Ouais, alors, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Moi, de mon point de vue, d'abord, bon, effectivement, on a tous la même structure administrative, c'est une obligation. Et il n'y a pas d'opposition entre les clubs et les compagnies. Il y a énormément de clubs qui pourraient être des compagnies et qui pratiquent la tradition, hein, qui font le tir du roi, qui célèbrent la Saint-Sébastien et qui font du tir berceau. Pour autant, ce sont des clubs. Et puis il y a des compagnies qui, par contre, s'éloignent de plus en plus des pratiques de la tradition pour se retourner vers l'olympique. Donc il ne faut pas les opposer, il faut essayer au contraire de les réunir et de dire que la tradition c'est pour tout le monde. Et puis il faudrait peut-être définir ce que c'est que la tradition en fait. Ah. Si c'est uniquement pratiquer le tir du roi, la Saint-Sébastien, etc. Ça va au-delà de ça. Quand on a créé, avec Jean-Michel Cléroy, quand on a souhaité qu'on crée la commission tradition, en fait, il a dit non, c'est valeur et tradition. Et il a bien mis valeur en premier, et ça, c'était quelque chose auquel on tenait, parce que ce qui est important, ce sont les valeurs du tir à l'arc. C'était en quelle année? Alors moi, avant, au premier mandat, c'était juste référent tradition, référent valeurs et tradition. Et c'est il y a 4 ans qu'on a créé la commission valeurs et tradition, qui a permis d'avoir un petit peu plus de structure pour pouvoir faire un certain nombre de choses, voilà, et promouvoir le tir à l'arc. Ce qui est important sont nos valeurs morales, voilà, qu'on pratique, hein, dans le tir à l'arc, c'est un art martial, hein, à l'origine, et c'est toutes ces traditions-là, c'est comment dire, la convivialité, le respect des autres, l'honnêteté, et les bons rapports en société, en quelque sorte. Après ça, on peut discuter. Il y a des gens qui n'aiment pas la tradition parce qu'ils discutent sur à quoi ça sert de saluer sur le pas de tir, à quoi ça sert de... Il y a des choses après ça, mais qu'il faut expliquer aux jeunes. Et chaque chose dans la tradition a une origine historique. Et il suffit de l'expliquer pour que les gens comprennent ce que c'est, et ça ne pose aucun problème. Si vous expliquez à des jeunes, la plupart des jeunes aujourd'hui, ils ont fait, étant tout petits, du judo ou un art martial, il ne leur viendrait pas à l'idée d'arriver sur le tapis de judo sans saluer le tapis. Il ne leur viendrait pas à l'idée de ne pas saluer leur adversaire. Ça, c'est des valeurs du tir à l'arc aussi. Mais dans les compétitions de foot, de basket ou autres, ou même en escrime, on salue son adversaire. Voilà. On salue son adversaire. Il ne viendrait pas à l'idée à un cavalier de rentrer faire un concours sans saluer le public et le jury, hein. Ou alors il ne rentre pas. Et même le cheval salue. Voilà.
Donc ça, il faut pas opposer les deux, hein. Et il y a des tas de compagnies qui ont des archers de haut niveau, hein. Nous, on a eu, à Pontoise, on a eu une championne du monde, hein. Et on a eu Amandine Bouillot qui était chez nous. J'allais demander un nom. Je n'ai pas eu besoin de demander. Ah, Ça, c'est sûr que chaque club ou compagnie a un peu ses propres traditions. On peut citer par exemple le tir aux œufs et au boudin, Oui, ou oui. encore le tir au saucisson. c'est la même chose, hein. Après, faut aussi se dire que le tir à l'arc, a priori, est lié en partie, historiquement, avec les arbalétriers. Ah oui, Et on retrouve des traditions aussi de ce côté-là, avec les cibles ovales, comme au Trophée Saint-Georges, par exemple, avec des points qui vont de 1 à 20, les cibles suisses. Donc voilà, ça fait aussi partie Les- des traditions. pour les archers, les archers carabiniers. Ça fait du monde. Donc, L'un des plus gros rassemblements traditionnels, c'est quand même le bouquet provincial. Donc en général, on attend 250, 300 clubs ou compagnies pour environ 3000 personnes, 3000 archers sur place qui défilent dans la ville. C'est quand même un grand moment. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus du coup, quand est-ce que ça remonte, d'où est-ce que ça vient alors le bouquet, c'est une vieille tradition, hein. Ça vient du Moyen Âge. C'était en fait, c'était des joutes où tous les archers se rencontraient et s'affrontaient. Pas amicalement, ils ne s'affrontaient pas face à face, hein. C'était, voilà. Et ça a perduré. Il n'y a quasiment pas eu d'interruption, à part pendant les guerres. Moi, la guerre de 14 et celle de 39. C'est le plus grand rassemblement d'archers, effectivement, aujourd'hui. Et ils viennent de toute la France. Dans les inscrits cette année, il y a, alors bien sûr, il y a le problème des distances aujourd'hui, hein, qui compte. Autrefois, c'était beaucoup, le bouquet était très régional, il y avait même ce qu'on appelait des fleurs cantonales. Il fallait pouvoir se déplacer et faire l'aller-retour dans la journée, hein. Donc ça réunissait les 30 ou 40 compagnies du canton. C'était essentiellement le Nord et la Picardie. Et puis ça s'est développé beaucoup en Île-de-France, en particulier dans l'Est de l'Île-de-France très tôt, hein, dès les années 1900. Et puis aujourd'hui, c'est un peu pratiqué, le beurceau est pratiqué dans toute la France. Et avec la modification des qualifications au championnat de France qu'on a été obligé de faire, on s'aperçoit que ça se diffuse. Et aujourd'hui, on aura 60 jeux d'arc ouverts pour pratiquer les tirs du bouquet, et il y en a dans toute la France, hein, jusqu'au sud, jusqu'à Barcelonnette, à Toulouse. Il y en a en Bretagne, en Normandie. Durant la journée du bouquet, l'une des modifications qui a été effectuée il y a quelques mois, c'est justement la suppression de l'obligation d'aller à la messe. Alors pour l'essentiel, on va être très clair là-dessus, c'était pas une volonté de la fédération de modifier l'organisation du bouquet provincial et du championnat de France. Mais on a eu des plaintes qui nous sont remontées et ça est allé jusqu'au défenseur des droits quand même, parce qu'il y avait une obligation pour les archers de l'Île-de-France, du Nord, d'une partie de l'Est et d'une partie de la Normandie, de présenter leur drapeau à la messe, qui est une messe catholique, puisque c'était la tradition du bouquet. Et donc la fédération était quasiment dans l'obligation de retirer cette obligation, elle a été considérée comme discriminatoire, et donc il a fallu se pencher sur ce problème-là. Alors bien sûr, inutile de vous dire qu'en tant que président de la commission Valeurs et Traditions, j'ai été un petit peu impliqué dans la chose, et qu'on a quand même mis 2 ans et demi à trouver des solutions, et à expliquer surtout, en particulier à tous les gens issus de la tradition et à toutes les compagnies, ce qui se passait et pourquoi on était obligé de changer.
Donc la première chose, ça a été il y a 2 ans, on a dit il n'y aura plus d'obligation de présenter le drapeau à la messe, puisqu'on ne peut plus, c'est discriminatoire. Alors bien sûr, ça a soulevé des oppositions. Il ne faut pas croire que tout le monde était d'accord là-dessus, mais en gros, on n'avait pas le choix. Il faut bien se rendre compte que si la fédération n'avait pas fait cela, elle risquait tout simplement son agrément ministériel. Parce que le fait d'être, de faire des discriminations, si ça remontait au ministère, on avait un risque important que le ministère réagisse et nous dise de toute manière, vous faites quelque chose, vous perdez votre agrément olympique. Inutile de vous dire qu'il était hors de question de prendre ce risque-là. Donc on a fait ça. Après ça, il fallait qu'on trouve un moyen, puisque je vous rappelle que pour ces 19 départements, il fallait obligatoirement faire sa qualification, bien sûr, au championnat de France, mais il fallait aussi obligatoirement tirer le bouquet, faire un tir du bouquet provincial. Donc on avait quoi comme solution? Soit rendre obligatoire pour toute la France de venir participer au bouquet pour pouvoir et inscrire son drapeau pour pouvoir ensuite tirer le bouquet et participer au championnat de France. Alors, c'était quand même compliqué de demander à des gens de Toulouse ou de Bordeaux de venir au bouquet provincial. Ou de Lyon. Même s'il y en a qui le font chaque année. La solution qui a été adoptée, alors qui n'est pas certainement pas la meilleure des solutions, je dirais que c'est la moins mauvaise que l'on ait trouvée, c'est de dire pour pouvoir participer au championnat de France, il faudra faire un tir Beursault traditionnel, un concours Beursault inscrit au calendrier fédéral et un tir du bouquet provincial, en gardant une seule qualification. C'était voilà, c'est la solution qu'on a trouvée. Ça a fait beaucoup d'éclats. On s'aperçoit que aussi ça nous a obligés aussi à complètement revoir l'organisation du bouquet provincial, puisque traditionnellement c'était la compagnie qui organisait le bouquet, qui recevait tous les tireurs chez elle, aidée par une ou deux, éventuellement 3 compagnies autour. Mais à partir du moment où on rendait ça obligatoire pour toute la France, il fallait qu'on puisse ouvrir des jeux d'arc ailleurs. Donc depuis plusieurs années, maintenant depuis quasiment 2005-2007, il y avait déjà 6, 7, 8, voire 10 compagnies qui ouvraient leurs jeux d'arc. D'abord parce que ça aidait l'organisateur et puis ça permettait aussi de diffuser le Beursault. Et l'an dernier, on était à 40 et cette année, on est à 60 jeux d'arc. Donc inutile de vous dire que logistiquement parlant, c'était important. C'était un vrai challenge. Et heureusement, on a été aidé, Commission Valeurs et Traditions a été aidé par un tas d'archers bénévoles, volontaires, dont Antoine qui nous a fait le site internet, c'est pas la fédération qui l'a fait, tout ça c'est des bénévoles qui s'en occupent. On a Françoise Fouquet qui est déléguée technique et qui passe la moitié de son temps à l'organisation du bouquet et on est aidé par beaucoup de gens. Et heureusement, mais c'est ça aussi l'idée du tir à l'arc et de la tradition, c'est que quand il y a un problème, une fois qu'on s'est mis d'accord, et une fois qu'on a voté des décisions, on les applique, et tout le monde les applique, et tout le monde aide autant que possible pour que ça se passe bien. Donc voilà l'origine de ça, et on en a profité en même temps pour réécrire complètement le règlement Beursault pour le clarifier, parce qu'il datait quand même probablement des années du tout début des règlements fédéraux. Voilà. Même un tir de bouquet, du coup, peut se faire sur un terrain de foot. De toute manière, ça a toujours été interdit. Ça n'a jamais été autorisé. Mais on sait que c'était une pratique. Et il y avait même des gens qui tiraient 2 flèches, ils tiraient pas une flèche et allaient la rechercher, ils tiraient les 2, l'une à la suite de l'autre. C'était quand même pas tout à fait la même chose que de tirer une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Alors on sait que ça se pratiquait, mais à un moment il a fallu réagir parce qu'il y avait on s'est aperçu qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas et que c'était quand même pas logique. Tirer même sur un terrain à découvert, tirer une flèche dans un sens, une flèche dans l'autre, une fois le soleil dans le dos, une fois le soleil dans l'œil, une fois le vent à droite, une fois le vent à gauche, c'est pas la même chose que de tirer toujours dans le même sens.
Donc c'est pour ça qu'on l'a interdit, mais ça pose pas tellement de problème, hein. Les archers tirent une flèche, et même s'il y a 10 cibles, 10 archers qui tirent, une fois que tout le monde a tiré, tout le monde va aux cibles et puis on retire dans l'autre sens. Donc c'est une organisation et il faut faire attention à la sécurité. Et on a aussi édité un modèle de jeu d'arc éphémère, si on peut dire. On peut très facilement monter un jeu d'arc avec quelques planches de contreplaqué. Et... Même un tir de bouquet, du coup, peut se faire sur un terrain de foot. Il y en a. Voilà. Dans les tirs du bouquet de cette année, il y a des tirs du bouquet qui se font en terrain découvert. Ils ne se font pas dans un jeu d'arc. Après, comme disait Jérémy, c'est vrai que sur les 8 différents types de compétitions qui existent dans notre fédération, le Berceau, ça reste le seul où le cordon est défavorable. Voilà, une flèche dans un sens et une flèche dans l'autre. Ouais. Bien sûr, parce que sinon, bon, je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais quand même. Il faut toujours mettre les 40 dedans, hein, mais... La facilité du tir Berceau, moi j'ai des doutes. Hein. Un très bon ami qui était un très bon tireur, Pouli. La première fois qu'on l'a fait tirer sur une cible Berceau, il était tout content parce qu'il les avait toutes mises dans le chapelet, sauf qu'en fait, il y en avait que 2 qui étaient valables sur les 6. Parce qu'il avait 4 cordons au désavantage. Je suppose que nos anciens tiraient beaucoup trop bien. Bon, j'ai fait des recherches sur les JO et je peux vous dire qu'aux JO, ils sont nombreux à tirer et pas nombreux à faire les points pour être dans les livres. Oui. Enfin, le record de France du tir Berceau datait quand même, je crois, de 1905. Hein. Au Grand Arc, en 1905, il y avait 38 honneurs. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, à part notre ami Steve, qui a égalé ce record il y a 2 ou 3 ans, ou 4 ans peut-être, voilà. Au Grand Arc, 38 honneurs. Hein. Faut aller les chercher quand même. Hein. Ouais. Donc en fait, on peut très bien tirer à plat sur un terrain de foot tant qu'on tire dans les deux sens, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et c'est là où justement on est bien content que la tradition change, parce que sinon on pourrait pas tirer en poulie ou en classique sur un jeu de Berceau. Voilà. C'était exactement ce qu'on dit, hein. C'est cette fameuse phrase de Paul Valéry, alors que je vais pas citer tout à fait exactement, enfin qui dit en gros que la tradition, c'est pas refaire ce que d'autres ont fait, c'est faire d'autres choses dans le même état d'esprit. Et ce qui est important, c'est ça. Après ça, il faut évoluer. Hein. Oui, les gens qui disent on ne doit pas tirer à l'arc à poulie au Berceau, moi je leur réponds souvent, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on tire à l'arc classique? Puisque la tradition, c'était le grand arc. Donc il faut que la tradition évolue, et si elle évolue pas, elle meurt. Et il faut qu'elle évolue et dans ses pratiques de tir et dans ses pratiques traditionnelles aussi. Alors, il y a des compagnies où on tire le tir du roi, hein, le tir de l'oiseau. La plupart du temps, on le tire à plat maintenant parce qu'à la perche, il faut même avoir des champs suffisamment grands. Et puis, il y en a où on tire à l'arc à poulie. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a plus de rois à l'arc à poulie qu'à l'arc olympique. Justement, du coup, si on parle des rois, parlons aussi d'un autre gros événement archer français, c'est le tir du roi de France. On tire sur des perches, il y a quand même pas mal de monde qui participe. Oui, c'était à Vic-sur-Aisne le 1er mai cette année. Enfin, c'est toujours à Vic-sur-Aisne, à côté. Et toujours le 1er mai. Et il y avait 105 rois. Alors, il y avait des roitelets le matin, je ne sais plus combien, je crois qu'il y avait une 60aine de roitelets le matin. Et l'après-midi, il y avait 105 rois qui étaient venus tirer. Et il y avait 600 ou 700 personnes qui étaient là. Et, ça fait du monde. Oui, ça fait du monde. Et le roi de France a été invité sur la tribune présidentielle lors du défilé provincial. S'il est là, oui. Il est rarement là. Souvent, il défile avec sa compagnie. Hein. Tu as une dernière question, Didier? Des questions, il y en aurait encore beaucoup. Du coup... juste une. Si, une. Choisis bien, attention. Sachant que de toute façon, tu as Harmonie qui a le courrier des archers, donc peut-être que ça sera une question. Concernant Yann CO,
On sait que voilà, au sein de la France, sur les compétitions nationales, sur certaines compétitions régionales, départementales, au niveau européen, international, on utilise Yanseo pour compter les points. Après, on sait aussi que Resultark, ce qui est très utilisé aujourd'hui sur les concours dominicaux, est voué potentiellement à disparaître et au profit de Yanseo. Qu'est-ce qui est fait au sein de la fédération pour aider cette transition et surtout aider Yanseo à pouvoir intégrer plus facilement la base de la FFTA? Alors, c'est déjà en discussion depuis une bonne année maintenant. Ils sont en train de travailler dessus. Yanseo est déjà en train de travailler dessus. Alors, pour tout ce qui est, je dirais, l'Olympique, ça sera relativement simple, hein, puisque c'est juste le fait qu'ils puissent récupérer la base de la fédération. Ça, c'est pas un problème. Je suis pas un grand informaticien, vous en êtes aperçu. mais a priori, ça pose pas de problème de récupérer la base de la fédération et de mettre tout ça dedans. Ce qui leur pose des problèmes, c'est d'abord que Yanseo, pour ce que j'en sais, c'est compliqué d'initialiser un concours. Donc l'idée, c'est d'arriver il leur a été demandé, c'est de faire un Yanseo aussi simple que Resultat. Parce qu'il faut voilà, on leur a dit, le problème, c'est que le club qui organise un concours dans l'année, quand il prend Resultat, bon, en gros, il peut s'en sortir. S'il prend Yanseo, ça va être la panique. Hein, ça va pas marcher. Il faut quand même faire un petit peu une formation. Donc, on leur a demandé ça. C'est à l'étude là-dessus. Je pense que pour tout ce qui est tir en salle, TAE, peut-être même pour le tir en campagne, là je m'avance un peu, j'en sais trop rien. Voilà, c'est déjà, donc ça, ils vont arriver à l'adapter assez facilement. Le problème, c'est pour tout ce qui est franco-français, déjà qu'ils comprennent ce que c'est que le tir nature, ça va être plus compliqué. Je ne parle même pas du beurceau et du tir du bouquet. Donc, de toute manière, pour 2024-2025, plus tard que j'en sais maintenu, hein, et après ça, on va voir comment ça avance. Mais ils travaillent dessus depuis une bonne année maintenant. Oui, alors ça c'est enclenché. Hein. Il y a quand même des choses qui sont enclenchées. Après ça, bon, bah, si l'autre équipe dit on arrête et puis on se débrouille avec Resultat, mais il faut le maintenir. Hein. Le problème, c'est que les deux personnes qui maintenaient Resultat vont s'arrêter. Hein. L'idée, l'idée surtout, c'est que ce soit simple d'utilisation pour le club lambda, ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais pour les gens qui organisent une fois dans l'année et dont la personne qui rentre les résultats n'est pas informaticien. Et chez nous à Massy, on a fait notre concours l'année dernière justement avec Yanseo. C'est vrai que le jour J, on gagne beaucoup de temps. Par contre, ça demandait beaucoup de préparation en amont et même des concours internes pour pouvoir se préparer et être prêt pour le jour J. Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est qu'on n'ait pas plus de préparation que ce qu'on a aujourd'hui pour Resultat, où il suffit de récupérer la base et où ça se fait quand même relativement facilement. Hein. Voilà. Maintenant, il faudra tout leur expliquer dans nos spécificités. Hein. Malgré tout, pour que moi, quand j'ai demandé à ce que tous les tirs du bouquet provincial soient inclus dans Resultat pour que les résultats remontent à la fédération, il y a quand même eu 1 an et demi de discussion. Hein. Voilà, aujourd'hui, ça marche très bien, donc j'aimerais bien que ça marche aussi bien dans Yanseo. On passe maintenant au courrier des archers. Harmonie, tu es envahi de mails, de messages Instagram, d'enveloppes, de recommandés. Tout ça. Allez, je te laisse poser les questions de nos archers. J'ai eu pas mal de questions. Vous avez déjà répondu à quelques-unes, hein, donc on va écourter. En beurçon, on parle avec un autre vocabulaire. Julia me demande d'où viennent les mots et un peu ce que veulent dire chapelet, honneur, ruma. Alors, je crois qu'on a réexpliqué tout ça dans le règlement quand on l'a mis à jour. On ne parle pas d'un blason, on parle d'une carte.
Ça nous vient du Moyen-Âge, tout ça. Hein. Voilà. Un blason n'existait pas. Le blason, c'est une cible anglaise, hein, donc c'est relativement récent, la cible anglaise. Donc on parle d'une carte. L'honneur, bah, c'est toute la zone marquante. Donc, je rappelle que l'honneur pour un archer, hein, le but c'est de mettre 40 flèches dans l'honneur. C'est ce qui compte d'abord au berceau, c'est-à-dire les 40 flèches dans la carte. Et le chapelet, c'est le centre. Sachant que dans le chapelet, il y a le noir et la pastille. Après ça, tout le vocabulaire nous vient de l'allée du roi, l'allée du chevalier, les gardes, la butte d'attaque, la butte maîtresse, la butte d'attaque. Tout ça, il faut se rappeler que le tir berceau, en fait, c'est pratiqué en France, il vient de l'entraînement des archers au Moyen-Âge. Ils tiraient dans les fossés. Ils tiraient pas dans la cour des châteaux, hein, ils s'entraînaient dans les fossés. Et donc, et quand ils faisaient des concours, en plus de ça, pourquoi est-ce qu'on tire qu'une flèche? Parce qu'ils faisaient leur flèche à la main, et ils avaient une bonne flèche. Ils avaient leur meilleure flèche. Après ça, ils avaient celle pour la guerre ou pour s'entraîner. Mais quand ils faisaient un concours entre archers, ils prenaient leur meilleure flèche. C'est aussi pour ça qu'ils en tiraient qu'une. Très intéressant. Mais pourquoi on est passé de 80 cm à 1 mètre? Alors, on a toujours été à 1 mètre. Le centre de la carte a toujours été à 1 mètre de hauteur. Et pourquoi 1 mètre? C'est ça qui est intéressant. C'est que 1 mètre, c'est la... Le ventre, non? Non, bah oui, c'est la césure de l'armure, en fait. Les armures, il y avait un bas et un haut. Et 1 mètre, c'était à peu près la césure de l'armure, puisque les gens étaient beaucoup plus petits que nous. Et donc, c'était l'endroit, c'était la faiblesse de l'armure. Du coup, on parle d'entraînement des archers, mais des archers du Moyen-Âge, on remarque que les jeux d'arc et la chevalerie sont bien ciblés sur l'Île-de-France et la Picardie. Comment on peut expliquer cette régionalisation? Je ne sais pas. Joker. Bon, il faut simplement savoir que en Picardie, c'était vraiment la terre des archers. Alors, est-ce que ça vient des guerres etc. Il ne faut quand même pas oublier ça. Hein, c'est que ça a été un petit peu une terre de bataille entre les Anglais et les Français. Et il y avait avant quasiment une compagnie d'arcs dans chaque village. Il n'y avait pas de village où il n'y avait pas une compagnie d'archers. En Picardie, pardon. Ils font pas de rugby. Voilà. Par contre, le rugby se développe. Est-ce que le berceau se développe? Est-ce que les jardins d'arc se développent? On en a parlé un peu avant. Alors, les jardins d'arc d'ouvert. Donc, c'était un des travaux qu'on avait entrepris avec la commission. Et quand on a commencé, on s'est dit, on va faire un recensement des jeux d'arc. Donc, on est allé bêtement sur la base de la fédération et on a sorti les jeux d'arc. Ça paraissait logique. Sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait un peu plus de 100 jeux d'arc recensés. Là, on s'est dit, c'est pas possible. 2, il y en a plein qu'on connaît qui sont pas recensés. Et aujourd'hui, on a recensé à peu près un peu plus de 220 ou 230 jeux d'arc en France. Et on en découvre d'autres. Voilà. Donc, et en plus de ça, ils sont construits maintenant. Et ils sont construits partout en France. Et c'est une bonne chose. Hein. Voilà. Et je pense que on s'aperçoit que la nouvelle réglementation qu'on a instituée, eh bien, provoque le développement du berceau, en fait. Bizarrement, enfin pas bizarrement, mais c'est un peu ce qu'on espérait aussi, c'est que du fait qu'il y a cette obligation, les gens disent, ok, d'accord, mais c'est quoi le bouquet provincial? Pourquoi est-ce qu'on doit aller le tirer? Et comment est-ce qu'on tire le berceau? Et tous les endroits où je suis allé, où on a montré à des gens ce qu'était le berceau, quitte à les emmener un petit peu, en les provoquant un petit peu, à les emmener un petit peu, c'est-à-dire tirer dans les jeux d'arc qui étaient là, et se sont aperçus que c'était une discipline extrêmement compliquée, extrêmement difficile, et que ça valait le coup d'y aller. Il y a 2 ans, j'ai été à Barcelonnette, où ils ont un magnifique jeu d'arc, perdu dans les Hautes-Alpes, tout simplement parce qu'il y avait un archer de chez eux, qui était un ancien d'une compagnie francilienne, et qu'ils ont construit un jeu d'arc. Et les gens qui tiraient à côté, qui s'entraînaient, ou qui faisaient, je me demande s'il n'y avait pas un concours FITA ce jour-là, ont dit me voir, qu'est-ce que vous faites là?
On a expliqué. Et du coup, après ça, ils sont venus tirer. Et cette année, ils sont obligés probablement, ils vont être obligés de rouvrir des créneaux parce qu'ils n'ont pas assez de place. Donc c'est aussi une discipline qui n'est pas connue. Hein. Mais je pense qu'elle est en train de se diffuser. Hein. Le bouquet de l'an dernier à Mâcon a été extrêmement important pour ça. D'abord parce qu'il a montré que la Bourgogne, c'était une terre ancienne d'archerie. Hein. Il y a eu une très belle exposition au musée de Châlons en Champagne. Non, pas le Châlons. Sur vous couperez. Voilà. Hein, voilà. Et qui a montré que c'était une terre ancienne de tradition et d'archerie. Hein. Et comment... Je suis perdue dans mes notes. Ça arrive aussi. C'est pas grave, Harmonie, t'inquiète pas. Du coup, j'en profite pour poser une question. Cette année, le championnat de France Beursault et le défi du bouquet, le bouquet se fait dans la même ville. Est-ce que c'est courant? Oui, parce que non, c'est rare. Là, il s'est trouvé qu'on n'avait pas de candidat pour organiser le championnat de France cette année. Et qu'à un moment, Saint-Maximin s'est proposé. Alors on a longtemps hésité parce que le bouquet plus le championnat de France, c'était compliqué. D'un autre côté, on aura la récompense, la remise des récompenses du bouquet le jour du championnat de France aussi. On fera ça en même temps. Par contre, on est obligé de les aider. Ils ont un petit peu de mal, c'est une petite compagnie. Donc en fait, il y a beaucoup de gens, en particulier Gagny et Montfermeil, qui ont organisé les 2 derniers championnats de France, qui vont beaucoup les aider. En particulier, ils vont gérer toute l'informatique et tout ça. Voilà. Ils ont leurs équipes de l'année dernière qui vont les aider. Mais on souhaiterait que non, mais on cherche encore quelqu'un pour 2025. À 10. Pour le France. Hein. Pour le France, ouais. Pour le France. Parce que pour le bouquet, c'est décidé. Alors, le bouquet, c'est décidé. On a 2025 Soissons, 2026 Chézy en Auxois et 2027 Vauciennes. Je sais absolument pas où ça se trouve. C'est en Picardie. Hein. D'accord, ok. Voilà. Oui, donc on parlait de développement du Beursault. Ça fait quelques années maintenant que le Beursault est dans l'option en arbitrage, l'option des tirs à cible anglaise. Il y a quand même quelques questions qui arrivent lors des examens d'arbitre. Sauf que pas beaucoup pratiquent le Beursault et ça peut pénaliser certains archers qui souhaitent devenir arbitres. Comment peut-on Eh bien, il faut les inciter à aller au moins faire un Beursault. Voilà. Moi, alors je sais pas aujourd'hui, hein, mais moi, quand j'ai passé mon examen d'arbitre, on avait l'obligation d'aller faire au moins un concours de chaque discipline. De tirer un concours de chaque discipline. Oui, mais du coup, le Beursault est dans le TAE. Et du coup, ils peuvent tirer un TAE sans tirer de Beursault. Et surtout dans le sud, en fait. Je pense aux archers du sud-ouest, par exemple, où il y a beaucoup moins de tirs Beursault. Oui. En particulier, dans le sud-ouest, c'est encore compliqué pour connaître. Mais bon, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, s'il y a un arbitre qui en a fait, il peut aller faire une petite formation. Enfin, très honnêtement, par quelques termes qu'il faut savoir, c'est pas si compliqué que ça, le Beursault. S'ils veulent, ils vont à Montmerle. Montmerle les accueillera avec plaisir. N'est-ce pas, Jérémy? Et dans le sud, il y a Pêche-Beaulieu dans le sud. On a 2 arbitres candidats qui viennent. En Bretagne, il y a des jeux ouverts. Il y en a dans l'ouest. Hein, il y a Ardin aussi. Alors évidemment, ça fait un peu plus de kilomètres qu'en région parisienne, mais c'est pas forcément plus long au niveau temps. On a parlé du fait que ça venait du Moyen-Âge. Est-ce que le salut vient aussi du Moyen-Âge? Ça fait partie des traditions du tir à l'arc de saluer à la première flèche. Est-ce qu'on salue toujours à la première flèche? Est-ce qu'en Beursault, on salue couvert et après, est-ce qu'on peut tirer découvert? Ou est-ce qu'on salue à la dernière flèche aussi? Non, alors, en principe, ça fait plein de questions, là.
Alors, C'est Lisa qui pose plein de questions. D'où ça vient? Alors, il faut se rappeler que d'abord, c'est une question de politesse. C'est qu'on arrive, on salue les gens. Et c'est une question de sécurité. Pourquoi? Parce que autrefois, dans ce qu'on appelait les prix généraux, c'est-à-dire les tirs Beursault d'avant, hein, ceux où il n'y avait pas les concours Beursault tels qu'ils sont maintenant, les gens tiraient par peloton, toujours comme on est aujourd'hui, mais on pouvait intégrer un peloton n'importe quand. C'est-à-dire qu'en fait, on arrivait, on s'intégrait à un peloton et on tirait ses flèches. Donc, tout le monde ne commençait pas à la première flèche en même temps. C'était dans l'ordre d'arrivée. Donc c'était une question de sécurité. C'était salut, j'arrive, je suis un archer supplémentaire. Donc faites attention, on n'est plus 3, on est 4. On n'est plus 4, on est 5. Pour refaire ça maintenant? Non. Allez. Mais alors il y a encore des prix. Alors ça ne se pratique plus beaucoup parce que c'est une question d'organisation, de savoir combien il y a de personnes, etc. Mais les conditions de déplacement n'étaient pas les mêmes. Hein. Quand on arrivait à cheval, on n'arrivait pas forcément à l'heure. Voilà, oui. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc c'était une question de sécurité aussi. Donc c'est la politesse, 2, la sécurité. Alors est-ce qu'on tire couvert? Bon. Dans les tirs traditionnels des compagnies, on tire. Alors ça, autrefois, moi je suis un peu plus âgé, mais enfin, on sortait pas son chapeau jusqu'aux années 60. Hein. En principe, le tir couvert. Moi, j'ai pas d'opinion. Enfin, j'irai jamais dire à quelqu'un que ça ne se fait pas. C'est dans les tirs de tradition, oui, on tire couvert et on se découvre pour saluer. On a reçu Lisa et Audrey, et elle nous disait qu'elle tirait avec bob ou casquette Oui. assez régulièrement. Hein. Oui. De toute manière, ça protège du soleil. Hein. Lisa tire toujours avec son bob. Elle a son bob d'ailleurs. Hein. Justement, puisqu'on parle de salut, il était d'usage à une certaine époque de saluer les buts à la fin d'un tir en Beursault. Ça constituait à tirer des flèches complémentaires pour saluer les buts et les ancêtres. Et cette tradition aussi a été supprimée ou a disparu. Alors, il a été retiré à la suite d'un accident. C'est-à-dire que c'était sur un concours en plus, c'était sur un championnat régional même. Le problème, c'est que le garde Panton, hein, qui assure l'ouverture et la fermeture du pas de tir, à la fin du tir, il compte les points. Hein. Il est dans ses feuilles de marque et il est en train de compter les points. Et donc, il est un peu moins attentif. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un archer qui discutait, etc., a cru que c'était fini, il est rentré, sauf qu'il y en avait encore un qui tirait. Et il a pris la flèche dans la fesse. Donc heureusement, il y avait un pompier qui était là, un archer qui était pompier, qui s'en occupait. Il dit surtout faites rien, n'y touchez pas. Ils ont appelé les secours. Voilà, donc ça a fait un petit peu d'émoi. Donc on l'a interdit dans les concours. Maintenant, il y a encore des compagnies où ça se fait quand c'est sur les prix généraux, etc. Là aussi, c'était une question de politesse. Alors, le salut au but, hein, c'est un salut. On ne salue pas la paille de la butte. Hein, en fait, on salue les anciens. C'était en respect des anciens. Et J'ai été éduqué avec le salut au but et encore aujourd'hui, quand je fais un Beursault, j'essaie de le faire. Oui, nous aussi, on le pratique encore, mais pas dans les concours. Ça dépend du temps qui nous reste derrière. Voilà, c'est ça. Oui, sur un prix général, quand on a tiré 60 flèches, il y a des fois, on n'a pas envie de tirer la 62e, les 2 suivants. Mais ça se fait, mais on le fait en général, oui. Est-ce que tu as d'autres courriers et d'autres questions, Armand? Oui, j'ai encore une dernière question. Est-ce que, et je m'excuse pour toutes celles que j'aurais pas vues, est-ce que vous recommandez des livres de tradition du tir à l'arc? Alors, voire émotion primitive, sans faire de publicité, il y a un tas de livres là-dessus. Hein. Voilà, donc tout est fort bien
Alors bon, moi, dans les très vieux livres, il y a Fleurs et Bouquets, hein, qui est très intéressant. Il faut le trouver, mais je crois qu'il a été réédité. Voilà. Il y a tout il y a le Berthier aussi. Bon, il y a un tas de livres là-dessus. Il y a une grande bibliothèque. Ben, je vous remercie. J'espère que j'ai bien traduit la parole des archives. On avait beaucoup de questions, mais c'est vrai que la première partie a répondu à beaucoup de questions. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que c'est la commission cible qui met à jour le règlement Beursault ou est-ce que c'est la commission valeurs et traditions? Alors, techniquement parlant, c'est la commission cible qui est responsable des règlements cibles. Donc, D'où ma question. C'est qui fait. La mise à jour du règlement Beursault, c'est la commission valeurs et traditions qui l'a fait. Et la commission cible a tout revu et tout revérifié, puisque c'est son job. Voilà. Ce qui nous a posé un tout petit problème d'interprétation justement sur le problème des qualifications au championnat de France. Puisqu'il y a un endroit où c'est marqué que c'est la commission cible qui a mis ça, que c'était un tir, qu'il fallait que ce soit une qualification faite, enfin, qu'il fallait qu'il y ait un tir de type championnat. En fait, c'est un tir inscrit au calendrier. Parce que, de championnat, en fait. Oui, c'est sur le terme de championnat qui a été rajouté après. Mais on a fait, il y a eu deux ou trois communications de fait. Ça, voilà. Y compris dans la newsletter aux archers. Et ça a été réexpliqué. Il y aura peut-être, on modifiera peut-être. Et puis c'est parce que dans le règlement, comme notre règlement est un peu compliqué, c'est bien défini dans l'article, dans la partie générale. Hein, il est bien précisé que les tirs qualificatifs en championnat de France, ce sont les tirs Beursault inscrits au calendrier fédéral et les tirs du bouquet provincial. Et c'est en dessous dans les modalités de qualification au championnat de France que ça a été un peu changé. Quoi. Mais je pense qu'on va, à l'occasion d'une mise à jour, il y aura une mise à jour de fait. Il y a eu une longue discussion avec la CNA là-dessus. En tant qu'arbitre Beursault, j'ai arbitré peu de temps après la mise à jour et il a fallu expliquer à beaucoup d'archers comment ça se passait, etc. Et ils étaient ouverts aux explications et personne n'a râlé là-dessus. Mais c'est vrai que si on n'est pas au courant de toutes les communications de la Fédé, on le sait pas. Mais on sait que c'est un vrai problème, et quand on envoie on s'est aperçu, ça c'est annexe, hein, c'est hors sujet un peu, mais quand on envoie une newsletter, en général, les gens ils lisent les grands titres et puis plouf, ils vont pas ouvrir. Donc ça, c'est un autre problème. C'est ça. Bon allez, vas-y, une question de Didier de Massy. Alors, on peut encore poser une question. Du coup, ça concernerait justement les traditions. Sur les cartes Beursault, sur les grands événements comme la Saint-Sébastien, le tir du roi ou autre, il est d'usage de décorer la carte. Est-ce qu'il y a des principes pour les décorer, des choses à faire, à ne pas faire, des couleurs, des dessins, des zones à respecter? Bien sûr. Non, c'est tout à fait libre. Les gens font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on en voit souvent sur Facebook ou sur Internet. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, c'est une des choses, moi, sur laquelle j'insiste un peu, c'est que chaque compagnie a ses traditions. Chaque compagnie ou chaque club, même, ont leur tradition. Et ils la vivent comme ils l'entendent. Il n'y a pas une tradition. Il y a des traditions. Et chaque club et chaque compagnie a sa manière de pratiquer. Après ça, on essaye d'harmoniser, parce que c'est quand même mieux. Je veux dire que tous les rois aient une écharpe rouge, c'est mieux qu'il y ait différentes couleurs. Voilà. Donc on essaye un petit peu, il y a une commission au niveau de la ronde nationale qui s'occupe de ça, qui essaye d'harmoniser un petit peu les traditions. Mais après ça, il n'y a pas d'obligation. Chaque club et chaque compagnie a ses pratiques. Il y en a qui font le tir du roi, qui font le tir de la Saint-Sébastien forcément dehors au jeu d'arc. Par moins 10 dehors. Bon, moi, dans ma compagnie, on le fait en salle, parce qu'en plus de ça, quand on est 120 personnes dans un jeu d'arc, c'est un peu compliqué quand même, du sécurité. Ouais.
Ça commence à faire. Ok. Euh, Dernière partie, le quiz news. Alors, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, chacun va poser une question sous forme de QCM et les 4 autres personnes vont essayer de trouver la bonne réponse. Harmonie, je te laisse commencer. Alors, je vais sortir de la FFTA. Ça va pas forcément plaire à tout le monde. Il y a eu un gros événement FFTL qui s'appelle le Suvette Legend Challenge des archers de la Roche à Barbie. Et c'est un concours qui se fait sur plusieurs jours. Combien de cibles ont été tirées lors de cette compétition? 96, 112 ou 124? Il me faut ma calculatrice. J'ai trouvé 112. Thierry, vous pensez quoi? Aucune Est-ce que vous idée. connaissez? Alors, je connais, mais aucune idée. Jérémy, est-ce que tu sais? je connais pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est bon pour Mathieu, puisque c'est 28 x 4. En fait, c'est 4 jours de tir de 28 cibles en parcours. C'est différentes cibles qui ressemblent au field, aux campagnes, ou en animal. Alors, j'y étais pour un reportage pour Tir à l'Arc Magazine, d'où le fait que je connaisse la réponse. Je mettrai en story sur notre Instagram quelques exemples de cibles, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais le premier jour, vous avez des cibles noires et blanches, donc un peu comme le Borseau. Noir, blanc, quelque chose comme ça. Renoir après, je crois. Blanc et noir. Ça dépend Ouais, de voilà. quelle catégorie. C'était C'est ça. les- Après, les anciennes cibles campagne. Oui. Alors ça, c'est le deuxième jour. Le deuxième jour, vous avez une cible toute noire avec un centre blanc. Le troisième jour, c'est un nature, en gros. Alors à Challes-les-Eaux, ils préfèrent faire comme un 3D. Ils utilisent des mousses sur les 2 derniers jours. Et le quatrième jour, c'est pareil, c'est un 3D. Mais par contre, le quatrième jour, tu me dis si je me trompe, Harmonie, hein. Attendez, je vais me faire tuer si je me cours. Il y a des gens de Challes-les-Eaux et que je dis des bêtises, excusez-moi. En fait, vous tirez votre première flèche. Si vous touchez pas la cible, vous avancez au piquet plus proche. Vous tirez. Si vous touchez toujours pas la cible, vous avancez. Mais en fait, plus vous êtes proche, plus la cible qui va toucher va rapporter peu de points. Et quand vous ratez tout, vous êtes sur la cible. C'est ça. Et là, théoriquement, on la plante à la main et c'est tout bon. Voilà, un petit peu. Mais oui, j'étais très bien accueilli avec les gens de Challes-les-Eaux. Si vous connaissez pas, ils ont accueilli l'équipe de France parcours plusieurs fois, que ça soit en 3D ou en campagne. C'est un magnifique parcours. Si vous aimez le parcours, venez. T'es déjà venu, Harmonie, à Challes-les-Eaux? Je suis déjà allée à Challes-les-Eaux, mais pas pour tirer à l'arc. Ça arrive. Didier, est-ce que tu as ta question du quiz news? Oui, alors ma question, oui. Quel est le record de France homme classique en TAE distance internationale détenu par qui et depuis quand? Triple question. Ou alors, c'est censé être un QCM. Hein. En fait, c'est pas 3 questions, c'est 3 réponses. Faut que tu fasses une proposition, Didier. Alors, réponse A par Jean-Charles Valadon aux derniers Jeux Olympiques avec 691. Ou alors, réponse B, ce serait Sébastien Flûte lors de CJO à lui avec 690. Ou alors, c'est Thomas Chiraud le week-end dernier avec 692. Thierry, est-ce que vous avez suivi l'actualité? Je crois que c'est Thomas. Jérémy? Ah oui, c'est Thomas, oui. Joli 692.
Alors, j'avais Thomas, j'avais le dernier week-end, mais je n'avais pas le score. Donc, merci pour avoir donné les propositions. Bon, Ouais, il y en a eu plein ce week-end. Ouais. Ils ont fait un beau week-end pour la fédération. Championne d'Europe chez les filles, chez les garçons. Et un beau week-end. Médaille d'or pour équipe féminine, médaille d'or pour équipe masculine. Ouais. c'est bien. Les gens qu'on reçoit, ils suivent de plus en plus l'actualité. Alors, moi j'ai une question. Quel est l'archer qui est à l'honneur dans la chronique de la vie d'un archer, le site de la Fédération française de tir à l'arc? Est-ce que c'est Thierry de France, André Prieur, Henri Hérouin ou Hubert Van Innis? Thierry, C'est triché. vu que vous êtes dans la liste, Non, le dernier, c'est André Prieur. Il y a 9 portraits. Jérémy, Ouais, c'était André Prieur. ok, Harmonie, J'ai même pas retenu les noms que t'as dit. Là, de toute façon, tu veux que je te les redise? Non, bah, j'ai Ti- aucune idée. Je suis en train de chercher sur le site de la Fédé. Du coup. Alors, je te propose Thierry de France, André Prieur, Henri Hérouin ou Hubert Van Innis. En fait, j'ai honte parce que je ne connais pas tous les noms. Tu connais Thierry de France? Oui. Bon. Si tu ne le connais pas, je suis inquiet, je sais pas ce que tu as fait pendant 1 heure, mais voilà. Je connais pas les autres noms. Ensuite, Henri Hérouin, c'est le premier champion olympique français de l'histoire du tir à l'arc. Ah, pourtant, j'ai écouté ta chronique. Hein. Alors, c'était un cordon doré de mémoire à 50 mètres ou quelque chose comme ça. Et Hubert Van Innis, c'est l'archer qui a le plus de médailles aux Jeux Olympiques, de toute l'histoire des Jeux Olympiques en tir à l'arc. Et il est belge. Donc, je ne pense pas que la Fédération française de tir à l'arc fasse des portraits de Belges. C'est que je trouve même pas sur le site de la Fédé où il faut que j'aille. Oh, Je t'enverrai le lien. Faut aller tout à dans l'heure. Tir Beurceau, je sais plus. C'est un peu planqué, oui. Ça me rassure. Mais ça, c'est un des. Ça y est, j'y suis. Ah, c'est une des tâches de la commission, hein, c'est qu'on s'est donné, c'est de recueillir les témoignages de nos anciens qui ont 50, 60, 70 ans de tir à l'arc pour certains. Hein. Et donc, on a fait un certain nombre de portraits. C'est beaucoup Nadine Quentin de Hardin qui s'occupe de ça, avec d'autres. Hein, elle ne fait pas ça toute seule. Mais voilà, on essaye de les interviewer. Ce sont des gens qui sont absolument passionnants. J'ai été en interviewer un. On devait juste y aller dans l'après-midi. En fait, il dit non, venez, vous déjeunerez avec nous. On est arrivé à 10h du matin, à 6h du soir, on avait du mal à partir. C'est des gens qui ont beaucoup à dire. Bon, il me reste entre 30 et 35 ans de tir à l'arc pour être interviewé. Oui. Pour être interviewé. Ça va. Je pense, Thierry, qu'on a commencé la même année, le tir à l'arc. Que j'ai commencé en 91. Ouais, c'est ça, ouais, moi aussi. Ouais. Voilà. Tu veux pas savoir. Vas-y, Harmonie, dis-moi. Je suis née en 91. Ouais, oui. Alors, j'ai failli poser la question tout à l'heure. On parlait de la compagnie de Montmerle de Jérémy. Ça a été écrit en 89. Je suis pas sûr que Jérémy soit né en 89. Voilà. Non, en effet. Je suis né un an après, moi. Il est né dans une compagnie qui est née avant lui. Ah bon. Et ben, le dernier point. Et du coup, c'est quoi la réponse? Ah, la question. C'est André Prieur. Ouais. Voilà. Je vous conseille d'aller lire. C'est passionnant et comme dit, encore à raconter. Donc, dernier chapitre et après on va se coucher
c'est la carte blanche. Thierry, si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à rajouter, à part abonnez-vous à l'émission, mettez un petit pouce vers le haut ou choses comme ça. Voilà. Mais voilà, Non, c'est intéressant. Ouais, moi, j'invite tous les archers qui nous écoutent à se documenter et à demander ce que c'est que la tradition, pas avoir peur. Je veux dire, à un moment, la tradition, elle était refermée un petit peu sur elle-même. Je crois que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut s'ouvrir et expliquer aux gens, surtout expliquer ce que c'est et pourquoi il y a un certain nombre de règles ou un certain nombre de choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. À partir du moment où on explique, il n'y a aucun problème, en particulier avec les jeunes. comme je dis quand j'arbitre un berceau, poser une question, il n'y a pas de question débile. Oui. Il n'y a pas, et surtout, dire aux gens, répondez, n'ayez pas peur de répondre. Et quand vous savez pas, dites que vous savez pas, Voilà. c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Même Thierry de France nous a dit tout à l'heure qu'il y a des choses qu'il savait pas, donc Oui. Voilà. Il y a des tas de choses que je ne sais pas, on en apprend tous les jours. c'est ça. Jérémy, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter? Déjà, je suis content d'avoir été invité. Merci, vous êtes top. J'adore non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Si, venez au bouquet, c'est important. C'est quelque chose à voir. Même si c'est pas quelque chose qui vous intéressera toute votre vie, ça peut être intéressant de venir au moins une fois. Découvrez le berceau et voilà, faites dans les valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Il y en a une qui est la plus importante, c'est transmettre ce qu'on sait, transmettre qu'on soit entraîneur, qu'on soit chevalier, qu'on soit président, qu'on soit simple archer, ça n'a pas d'importance. Transmettre notre passion, c'est ce qu'il y a de plus important. Et qu'on puisse transmettre aussi les traditions, c'est bien. Ça va avec. Voilà. Si vous savez transmettre l'explication que je travaille à un chat, je suis preneur. Juste là. Didier, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, apprécié d'être à ce week-end au bouquet, revoir tout le monde, revoir ces grands événements. C'est peut-être trop court pour vous pour ce week-end, mais l'année prochaine à Soissons, ça pourrait être encore potentiellement mieux. Ils ont un gros anniversaire à fêter et ça peut être aussi un rendez-vous à prendre dès maintenant. Ce sont les 1200 ans de Soissons. Alors, avril, mai, hop. Alors, ça sera le 18 mai 2025. Bloquez votre dimanche 18 mai. Et ça, je pense que ça sera un très très beau bouquet. Eh ben, on se donne rendez-vous à Soissons tous les 5 l'année prochaine. Je ferai peut-être une émission depuis Soissons un jour. Harmonie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai débuté dans une compagnie qui s'est transformée. Et donc, j'avais pas du tout, pas toutes les bases de la tradition. J'ai jamais fait de berceau, mais j'ai découvert le bouquet provincial à Mâcon. J'ai trouvé ça bien l'année dernière que ce soit hors Île-de-France et Picardie, que ce soit un autre lieu de la France. Ça permettait à d'autres archers de découvrir, à d'autres archers ou d'autres personnes. Et pourquoi pas faire un berceau dans les prochaines années, mais il va falloir que je tire un peu plus de flèches pour avoir quelques honneurs. Oh, c'est 40 flèches. Hein. Oui, mais c'est à 50 mètres. Alors, franchement, je sais pas quel est le plus proche de chez toi, mais je pense que c'est Mâcon. Non, c'est Morée. Ok. J'allais dire, on se retrouve à Mâcon et on va tirer ensemble, mais Non, c'est Morée, 30 minutes. de chez toi, De chez moi. Ouais, un peu ça plus. fait loin. Mais en même temps, j'irai à Mout Non, en week-end. c'est un club que je connais bien. Il m'accueillerait même si je ne fais pas d'honneur. Mais même si tu tapes dans les gardes, à Montmerle, ils t'accueillent avec plaisir.
Ça sent le vécu. Pas trop quand même. Jamais Suffit- fait de garde, Jérémy, chez vous? Il suffit de, Pas encore. voilà, il suffit de venir avec un petit peu de sueur de bois et de la colle à bois. Si vous venez à Montmerle, il y a des bonnes gaufres. Et un caramel au beurre salé, Monter. Façon chantilly. c'est ça. Bon, allez. Messieurs, dames les archers, merci de nous avoir écoutés, nous avoir regardés jusqu'ici. On se donne rendez-vous le mois prochain. On a un invité de marque. De quoi? Une fois de plus. Une fois de plus. Je ne le donnerai pas pour l'instant. Je dirai à Thierry en hors ligne. Et à Jérémy, parce que Jérémy n'est pas courant non plus. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans un mois. Allez voir Thierry, dites-lui bonjour si vous êtes au bouquet. Pareil pour Didier. Ton club, à quel numéro, Didier? Ça, on ne le connaît pas encore. Hein. Ok. Bon, bah, Ça, cherchez Didier dans le... un grand. C'est ça. Non, les numéros sont connus le matin même à la présentation du drapeau. Ok. T'auras les poussettes? Il va falloir se lever tôt, hein, s'il y a des gens qui ont prévu d'y être à 4h du matin. Hein. Ouais, il a 2 gamins, vous savez, à 4h du matin. Il est où? Je vous dis à plus. Merci beaucoup et bonne soirée. Salut!